BFM TV Face à Face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le président du comité exécutif des centres Leclerc. Comité stratégique. Comité stratégique. C'était exécutif, c'est devenu stratégique. Oui, êtes... ça fait 6 ans que je suis plus un opérationnel. Dis donc, je vous ai reçu depuis. Oui, je suis président du comité stratégique, c'est-à-dire que je n'ai pas la responsabilité de conduire et de signer les actes du conseil d'administration. Et on va d'ailleurs préciser qu'il y a 500... pour tout, Apolline. 500... Non, j'ai regardé votre âge en précisant, je me suis dit qu'effectivement vous ne le faisiez pas, vous avez 71 ans, c'est bien ça? Oui. Voilà. Alors on est précis sur les chiffres et sur un autre chiffre, 555 magasins qui sont effectivement des indépendants, chiffre d'affaires de 48,6 milliards d'euros, un chiffre d'affaires de plus 10% cette année, une marge nette de 2,9% et 700 000 nouveaux consommateurs l'an dernier. Vous êtes le grand gagnant de cette période d'inflation. C'est vrai qu'on a bien cartonné, on a appliqué à nous-mêmes nos propres analyses, celles que j'ai développées devant vous, avant peut-être les autres, avant plusieurs politiques qui ne croyaient pas au retour de l'inflation. Et donc, les chefs d'entreprise qui dirigent le groupe Leclerc et qui exploitent hommes et femmes des magasins se sont appliqués à eux-mêmes des obligations de baisse de prix, de baisse de marge. Et aujourd'hui, ce succès, c'est le succès de cette mobilisation sur le terrain. Et quand je dis d'ailleurs la période d'inflation qu'on vient de traverser, j'en parle au passé. On va voir dans un instant avec vous, parce qu'on va quand même vraiment pousser le caddie dans les rayons. Si c'est vraiment derrière nous, il y a certains rayons en particulier où ça continue à augmenter beaucoup, et notamment, je pense à l'huile d'olive. Mais je voudrais d'abord qu'on parle de la crise agricole, parce que là, pour le coup, elle est officiellement derrière nous. Enfin, c'est officiel depuis ce week-end. La FNSEA qui a en quelque sorte enterré la hache de guerre avec des annonces de Matignon précises sur notamment les retraites, les calculs, les prêts garantis par l'État aux agriculteurs. Avec le recul, on se dit quand même que pendant cette période-là, vous vous êtes un peu planqué. Est-ce que vous aviez quelque chose à vous reprocher ? Non, mais j'ai pratiqué un art. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, l'art de l'éviction, l'art de l'évitement. Quand vous avez deux adversaires qui se tirent dessus et qu'on vous met au milieu, il faut savoir faire ninja, se dissimuler dans le paysage et les laisser se taper. En l'occurrence, je me suis extrait, et d'ailleurs Dominique Schelcher, le patron de Système U, et Thierry Cotillard, le patron d'Intermarché aussi. Tout à fait. On s'est mis de côté parce qu'on voulait nous mettre sur le dos toutes ces tensions agricoles, alors qu'en fait le dossier était politique, sur fond de surenchère syndicale au niveau agricole, mais c'est pas Leclerc qui détermine les accords internationaux, le CETA ou autres. C'est pas Leclerc ou Intermarché au Carrefour qui calcule le régime des retraites des agriculteurs. On n'a pas voix au chapitre sur le plan phyto-éco au niveau européen. On n'est pas responsable des dolines et de la gestion de l'eau. Donc c'était important de laisser Marc Fesneau et le gouvernement le ministre de l'Agriculture en face des agriculteurs qui avaient des réclamations qui les concernaient. Plusieurs points. Quand je vous ai dit cette crise, elle est visiblement derrière nous et la hache de guerre est enterrée, vous avez un peu levé les yeux au ciel. Vous estimez qu'il y a encore de quoi parler de crise agricole ? Oui, je pense qu'il y a crise du modèle agricole parce que alors tout le monde lâche avant les européennes. D'une part, il y a les élections au sein des chambres syndicales agricoles. Et notamment la FNSEA qui va repasser devant les électeurs agriculteurs. Voilà, donc il y a une tension qui est due à la surenchère de coordination rurale, confédération paysanne. Concurrence entre les différents syndicats agricoles. Eux, donc c'est à qui représentera le mieux les intérêts d'une agriculture qui souffre. Et puis de l'autre côté, il y a l'agrobusiness qui s'exporte, qui profite, qui fait quand même beaucoup d'exportations françaises, qui transforme les produits, qui est le premier client de l'agriculture et qui essaye aussi d'attirer la bienveillance des syndicats agricoles. Quand vous dites crise du modèle agricole, comment vous voyez, vous avez souvent une boule de cristal et je me souviens effectivement que ici même, j'étais une des premières à vous donner la parole au moment du début, même des frémissements de l'inflation, et vous aviez donné quasiment un an à l'avance les chiffres de l'inflation alimentaire. Si je vous pose la question aujourd'hui du modèle agricole, comment vous voyez les choses dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans ? Eh bien, vous voyez, quand on parle tous les deux d'un modèle agricole, on se trompe. Et en fait, en voulant en plus faire une seule loi, avec un système de détermination de prix pour un modèle agricole, je pense qu'on se plante. En fait, il en va des agriculteurs comme des commerçants. Moi, je représente, comme Auchan ou Intermarché, Système U, on représente beaucoup de commerçants périphériques. Dans le monde du commerce,
autour des banlieues, il y a des commerçants de centre-ville, il y a des commerçants forains, et puis il y a des commerçants aujourd'hui, des plateformes de commerce. Tout ça se concurrence, mais cohabite. Mais on ne travaille pas pareil. Et dans l'agriculture, on oublie qu'il y a une agriculture vivrière qui est ancrée dans des terroirs, qui n'est pas directement en concurrence avec des productions espagnoles, marocaines ou autres. Il y a une agriculture qui trouve des débouchés dans la restauration, avec des contrats de long terme. Et puis il y a l'agro-business, qui fait son lit d'acheter dans le monde entier pour transformer les produits, des Nestlé, mais aussi des Lactalis, des Bonduelle. Bonduelle, quand vous prenez ces légumes, ils viennent de 40 pays. Ils viennent du Kenya, ils viennent de Madagascar, etc. Et donc, vouloir résoudre les problèmes de prix et par derrière les problèmes de rémunération des uns et des autres avec une loi unique, je pense que c'est une connerie. Je pense qu'il faut prendre le temps de s'adapter, branche par branche, au type de production. Alors la tentation de l'État, qui n'a pas beaucoup les moyens de l'action, c'est de faire une loi, chacun veut faire sa loi, mais dans la réalité, je pense qu'on devrait plus régionaliser la PAC. Ça, c'est une idée du président de la région Bretagne. J'en ai déjà pas mal discuté avec lui. Il connaît ses ouailles. La politique agricole commune. La politique agricole commune, il faudrait la régionaliser son application, les répartitions. Et puis, ça ne sert à rien de donner du prix s'il n'y a pas de vente, vous voyez, parce que un prix sans une vente, ça ne fait pas une rémunération. Et là, vous évoquez la question aussi des prix planchers, des prix plafonds, toutes ces questions-là. Ce que le président de la République, à un moment, a évoqué comme la possibilité de faire un prix plancher que certains agriculteurs redoutent comme devenant un prix plafond. C'est-à-dire, en fait, qu'ils n'arrivent pas, finalement, à décoller quand ils en ont besoin. Oui, c'est la même thématique que la smicardisation des salaires. Quand on fixe un salaire de base, tout tourne autour, les dégrèvements, les augmentations, etc. Donc, c'est pareil pour le revenu agricole. L'agriculture, les agriculteurs ont peur de cette notion de prix plancher. En même temps, le président les met aussi un peu au pied du mur, parce que quand tous les syndicats demandent qu'on ne mette pas sur le marché, que ce soit la grande distribution, les industriels ou la restauration, un produit sans avoir déjà payé les coûts de production, les intrants, les matières premières, c'est quand même une sorte de prix plancher, honnêtement, que les gens demandent. Est-ce que là-dessus, vous êtes d'accord ? C'est-à-dire, est-ce que là-dessus, quand vous allez négocier, je sais pas, le jambon, les légumes, est-ce que vous prenez en compte désormais une sorte de prix de base en dessous duquel vous ne descendrez pas ? Oui, je suis d'accord que, en tout cas, en tant que... nous sommes des gens de terroir, les Leclerc, les U, les Intermarchés, on vit avec nos agriculteurs, on prend les mêmes trains pour venir. En général, quand vous commencez à dire, au lieu de dire Leclerc, quand vous dites U et Intermarché, c'est que... Oui, j'ai remarqué que parfois, vous jouez un peu le collectif quand ça vous arrange, quand vous ne voulez pas être tout seul face au danger. C'est peut-être pas faux, mais c'est en même temps vrai. Parce qu'en fait, on en discute beaucoup entre nous. Nous sommes des gens de terroir. N'oubliez pas, Intermarché, ça vient de Leclerc. Hein. Pour revenir sur le... c'est qu'il y en a quand même un. Et là, je vais parler d'un produit en particulier, le lait. Oui. On a vu que Michel Biérot, le patron des Lidl français, a voulu monter au créneau et en quelque sorte vous entraîner tous. Et vous n'êtes pas venu avec lui. Il a dit il faudrait décider qu'au lieu de dire c'est moi qui vends le moins cher le lait ou moi, qu'on décide quoi qu'il arrive, qu'on vend le lait le même prix partout et qu'on arrête de tirer cette concurrence et qu'on fait même des contrats de long terme avec les producteurs. Pourquoi vous n'y allez pas ? Il y a un mélange des choses. D'abord, nous faisons des contrats. Alors Leclerc, c'était aussi pour vous que je cite les autres. Leclerc a des comptes 100% du lait à marque de distributeur, le lait Délice de la marque Repère, c'est 250 millions de litres, 230 millions de litres. C'est du lait 100% français chez Leclerc. Et ce sont des contrats tripartites. C'est-à-dire producteurs, transformateurs, distributeurs. Ce sont des contrats qui sont réactualisés en permanence sur du long terme. Et donc, on fait ce que Lidl fait sur ses marques de distributeurs. En plus, nous sommes le deuxième distributeur d'un lait qui est plus cher, qui est plus engagé, qui est par exemple C'est qui le patron. Vous voyez, c'est Carrefour qui l'a lancé. Je cite les autres. Ce lait, c'est le pack bleu avec cette bulle avec marqué C'est qui le patron et qui est un lait qui s'engage à rémunérer suffisamment. On est la plus grosse croissance de ce lait qui rémunère plus les agriculteurs. Ou même, vous avez Fair France. Fair France, c'est un groupe de l'Est, un groupement de producteurs laitiers qui trouve chez nous une plus grosse rémunération alors qu'on ne vend pas son lait très cher. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, Leclerc, nous ne contestons pas
la loi Egalim, cette loi qui dit sanctuariser, qui veut sanctuariser le revenu de l'agriculteur avant que le produit ne soit transformé ou distribué. Et là-dessus, on n'a pas de problème d'appliquer ça. Par contre, une fois qu'on a... D'abord, il faut que ce soit transparent, parce que moi, je n'achète pas à la ferme. Donc, quand j'achète à Danone ou quand j'achète à Bonduelle, il faut qu'ils me disent combien ils ont donné aux agriculteurs. Et vous avez bataillé, vous d'ailleurs et les autres, là c'est moi qui dis et Intermarché et Super U, vous avez tous bataillé pour qu'il y ait davantage de transparence. Vous dites quand ils viennent avec leur hausse de prix, je voudrais savoir ce qui est de l'ordre, ce qui relève de l'ordre de l'agriculteur. Je voudrais passer à un autre rayon. C'est important parce que si nous avait dit la vérité, il n'y aurait pas eu cette inflation. C'est aussi parce qu'il y a eu 21% en 2 ans d'inflation sur l'alimentaire. Si les industriels nous avaient dit la vérité, on aurait négocié plus durement la marge des industriels, parce que vous savez que... Vous auriez su ce que vous pouviez négocier. Voilà, et on n'aurait pas touché... On pensait ne pas toucher à la marge agricole. Certains agriculteurs de coopératives ont l'impression qu'ils se sont fait avoir, mais ça c'est parce que leurs coopératives sont quelquefois pas transparentes. Mais autrement, vous avez bien vu 2 rapports de l'Inspection générale des finances, un rapport de la BCE. L'inflation, elle a surtout nourri les marges de l'agro-industrie, pas les agriculteurs. Est-ce qu'elle est derrière nous? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est derrière nous quand on voit que par exemple l'huile d'olive prend 20% est-ce que malgré tout vous pourriez dire que de manière globale l'inflation est derrière nous? Le gros de l'inflation est derrière nous, ouais. Là, maintenant, ça va être avec des hauts et des bas, par catégorie. Il peut y avoir des manques, des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement. La météo est dégueulasse, donc les fruits et légumes, c'est compliqué. Moi, je vous dis, la grande inflation de ces 3 dernières années, on l'a bien renégociée lors de la dernière période de négociation. Pour autant, les prix ne vont pas baisser. Ils vont juste arrêter de monter. Certains prix vont baisser. Alors, tout ce qui est PME, agricole, il y aura une inflation de 2 à 3%. Mais par contre, tout ce qui est alimentaire, transformé, on a obtenu des baisses. Ça va rentrer en application maintenant, puisqu'il faut attendre la confirmation, la mise en rayon. Et je pense que d'ici là, maintenant, le taux d'inflation va descendre à 2% dans les hypermarchés. Est-ce que ça veut dire, Michel-Édouard Leclerc, qu'il y a des rayons où ça va franchement baisser, où ça va se voir, où on pourrait revenir à des prix d'il y a 1 an, il y a 2 ans? Non, je crois pas. Aucun? 0 rayon? Peut-être, mais je pense que dans un taux d'inflation de 2%, il y a peut-être des catégories, le marché du sucre reflambe là, ou du cacao, le marché du cacao reflambe. Donc le cacao qui hier a servi à vendre, à fabriquer le chocolat qu'on vend aujourd'hui, il ne traduit pas le prix du cacao à renouveler. Mais c'est... Pourquoi l'huile d'olive? Pourquoi plus 20%? Il faut demander ça à M. Rousseau, à Avril. Oui, Avril, la FNSEA, qui effectivement est président non-exécutif du groupe Avril, qui produit notamment les huiles Le Cia. Ouais. Vous n'avez pas la réponse, vous? Là, non. Non, sincère. C'est vrai? Mais c'est louche, ça. Ça veut dire qu'ils nous disent que c'est la météo. Vous n'êtes pas complètement sûr? Invitez-le. Oui, je n'y manquerai pas, évidemment. Ça fait combien de temps, la crise agricole? 3 mois, là hein? Pendant les mois où je ne suis pas venu à la télévision, personne ne m'a contacté, hein. Ni le ministre de l'Agriculture, ni les syndicats. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que vous Ça veut dire qu'on nous mettait en cible, mais une fois qu'on ne joue pas le jeu, ils n'avaient rien à nous demander. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous estimez là, par exemple, que c'est les industriels, en l'occurrence, par exemple, le groupe Avril, qui ne jouent pas le jeu, qui gonflent artificiellement? En tout cas, nous n'avions pas à être désignés, montrés du doigt aux agriculteurs pour résoudre cette crise. Alors que vous estimez que des groupes industriels comme Avril, par exemple, prennent une grande part en réalité, c'est-à-dire que lui-même serait l'arroseur arrosé ou le pompier pyromane? En tout cas, l'industrie agroalimentaire internationale a fait ses choux gras de cette inflation. Les produits pour chiens et chats, les pet food, là, c'est incroyable les marges qu'ils ont sorties. Tous les grands de l'agroalimentaire ont sorti des marges allant jusqu'à 15 et 20% de marge. C'est pendant la crise et pendant que les consommateurs devaient payer des hausses de pâtes ou des hausses d'articles de 30 à 40%. Donc, faut pas... Il y a des moments, il faut savoir ne pas être la cible. Et on posera la question, évidemment, vous pouvez compter sur nous. Shrinkflation, réducflation, comme on dirait en français, c'est-à-dire le mélange à la fois de réduction et d'inflation. C'est le principe de diminuer la quantité réelle d'un produit tout en maintenant le prix, voire même en l'augmentant. C'est une forme de tromperie ou de jeu sur la perception du produit. À partir du 1er juillet, vous aurez l'obligation légale, vous, les distributeurs, les commerçants, de donner l'information, d'alerter les consommateurs. En
gros de mettre une sorte de warning à l'entrée du rayon en disant attention, ces chips, en fait vous avez l'impression qu'il y en a autant, mais il y en a moins dans le paquet. Vous êtes assez vent debout, c'est-à-dire vous allez être obligé de le faire, c'est légal désormais, mais vous êtes assez vent debout. Pourquoi c'est vous les commerçants, pourquoi c'est pas les industriels? Voilà. Non, moi d'abord pas de problème, un industriel a sa liberté de composer un produit, de le changer. C'est pas illégal, d'ailleurs, on va préciser les choses. Non, on a mais le droit, d'ailleurs, à partir du moment où c'est marqué sur le produit. Les collectivités locales, dans les cantines, changent les menus en fonction du prix des choses. C'est un jour, on met du lieu jaune, après, on met du taco. On essaie de faire des prix de repas qui tiennent. Dans la restauration aussi, ils font la même chose. Les journaux, pendant l'été, il y a moins de pagination quand on parle des journaux papier, et on change pas le prix. Ils sont plus maigres, les journaux. Bon, alors tout le monde le fait un peu. L'important, c'est que ce soit transparent. L'important, c'est que ce soit assumé et dit. Ça va l'être désormais, puisque vous allez devoir mettre un petit panonceau. Ce qu'avec Dominique Schelcher de Système U et moi-même nous disons, c'est que nous allons le faire. Nous allons mettre cette transparence, cet affichage. Mais nous sommes dépendants de l'information que nous donne l'industriel. Donc nous ne voulons pas prendre la responsabilité juridique de ce qui doit échoir à l'industriel. C'est tout ça. Pourquoi c'est pas l'industriel à qui on l'a demandé? Je pense que c'est compliqué. Il faut demander à Olivia Grégoire. Imaginons un paquet de chips, par exemple. Il décide de modifier le contenu et non pas le contenant. Donc, on a l'impression d'acheter le même paquet de chips, mais il y a moins de chips dedans. Effectivement, pourquoi Olivia Grégoire, elle ne dit pas aux fabricants de chips c'est à vous de mettre sur le paquet au moins les premiers mois du changement Moi, je pense que ça devrait être aux industriels. Il y a une forme de lobbying, là, vous pensez, qui a fait qu'ils ont contourné, qu'ils ont préféré vous le demander à vous? Tout simplement, sur un plan pratique, Olivia Grégoire a donné suite à des demandes de Foodwatch ou d'un certain nombre de... Oui, c'est Foodwatch qui a beaucoup demandé ça. Et donc, sur le plan juridique, ça doit être assez compliqué à exiger ça. Donc du coup, elle nous le demande. Finalement, c'est vous qui allez mettre les petits panonceaux. Vous avez 710 stations essence, les centres Leclerc. Le prix de l'essence qui monte à nouveau et qui pourrait presque atteindre les 2 € parfois. Il y a quelques temps, vous avez déclaré de manière assez énigmatique, j'ai trouvé que la phrase finalement demandait une explication. Vous avez dit aujourd'hui, Leclerc n'est pas dans les conditions de faire une opération à prix coûtant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous ne voulez pas le faire ou vous ne pouvez pas le faire? Non, j'ai très envie de le faire, mais quand on fait une opération à prix coûtant, d'abord c'est une opération qui est réglementée. Quand on dit prix coûtant, il faut que tous les centres Leclerc soient à prix coûtant. C'est l'aspect publicitaire qui est réglementé. Donc il faut s'assurer que tout le monde puisse le faire, quels que soient les dépôts, et qu'on puisse se réapprovisionner. Il faut savoir que quand vous faites une opération à prix coûtant, c'est 20% d'accroissement des ventes, et donc il faut réapprovisionner les cuves très très vite, parce que sinon... Donc vous y êtes plutôt favorable? Donc je suis favorable. On n'est pas loin du prix coûtant, parce que en fait ce qui compte plus pour moi, c'est d'être le moins cher. Donc aujourd'hui, le gasoil, on doit être aux alentours de 1,75 quand des stations Total se baladent à 1,95. Il est vrai que Total refait des efforts sur sa marque Total Access, mais autrement, ceux qui tirent le marché, c'est Leclerc, Système U, Intermarché, je les cite encore. En fait, vous aimeriez que Total montre l'exemple, quoi? On s'est fait un peu avoir quand même, rappelez-vous, l'année dernière, quand nous avons fait, ainsi que Carrefour, des opérations à prix coûtant dans la durée, mais on nous avait promis, le gouvernement, des efforts pour nos approvisionnements, et on nous avait promis la convocation des raffineurs. Alors quand on voit le résultat des raffineurs et de Total et de Mobil et de Exo qui ont fait des profits considérables, donc on aimerait un certain partage de l'effort. En tout cas, nous savons ce qu'il faut faire pour nos consommateurs, rester le moins cher, mais de là à monter une opération sans garantie d'être réapprovisionné pas cher, ça, on a besoin d'un engagement des pouvoirs publics. Serait non. Michel-Édouard Leclerc, vous faites de la politique? Oui. En fait, au quotidien, même là, à mon micro, vous faites de la politique. Ouais. Pourquoi vous ne le faites pas vraiment? Alors, c'est une question, comme je l'ai dit, qui m'a toujours taraudé. On m'a proposé souvent de rentrer sur des listes, de me présenter, etc. Mais je me pose toujours la question de ma meilleure utilité. Je n'ai pas le melon, je ne cherche pas à faire de la figuration. Ce qui me retient, c'est l'efficacité. Je trouve aujourd'hui, j'ai l'impression aujourd'hui que grâce au groupement Leclerc, grâce aussi à la dialectique, à la concurrence avec les autres distributeurs, j'ai l'impression là où je suis, que je suis plus efficace que des politiques qui sont plus efficaces que des politiques qui sont plus ancrées dans les terroirs. Aujourd'hui, avec la loi contre les cumuls, nos élus ne dirigent plus les cantines, ils dirigent plus des appels d'offres et tout ça. Ils sont plus maires. Ils sont plus maires. Donc moi, une des choses, par exemple, pour ramener l'Europe à la maison,
pour faire en sorte que les Français s'approprient ce qui se passe en Europe, je voudrais qu'on revienne là-dessus et qu'on donne un ancrage territorial, départemental, régional aux élus européens. Il faudrait qu'ils aient un mandat local. Dans ce cas, ça vous aurait tenté, un mandat de député européen? Non, mais je pense que ça m'aurait donné des interlocuteurs que j'aurais pu aider. On peut faire de la politique en participant à des équipes, à de la réflexion. On peut se donner, on peut être engagé, c'est pas simplement communiquer avec d'autres ou faire de la figuration sur des listes. On m'a proposé ça plusieurs fois. Mais vous voyez, par exemple, pendant le Covid, si j'avais été ministre, j'aurais pas pu aller chercher des masques. On n'avait pas le droit. Quand, dans la distribution, nous, Thierry Cotillard, on a demandé à Bruno Le Maire s'est fâché avec le ministre de la Santé, et on est allé chercher nos masques, et en une semaine, on a trouvé les masques que l'État... Et vous les vendiez, et on a fait la même chose avec les tests de grossesse, et on nous en a retiré le droit de vendre. Plus personne, tout le monde a oublié. On a vendu des tests de grossesse dont on a baissé les prix, et maintenant, c'est retourné en pharmacie. Et l'agriculture, il n'y avait plus d'export, il n'y avait plus de restauration. Toute la distribution française a vendu toute l'agriculture française. Donc, vous voyez, quand je pose la question, est-ce que c'est mieux d'être ministre de l'Agriculture ou s'occuper de l'agriculture chez Leclerc, j'ai l'impression d'être plus utile, en tout cas plus efficace. Merci Michel-Édouard Leclerc d'être venu ce matin en tant que président du comité stratégique des centres Leclerc, 8h53 sur RMC BFM TV.